Bonjour tout le monde, hello world, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons poursuivre la lecture du premier chapitre que l'on a commencé l'autre fois, le premier chapitre de La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui, le roman autobiographique. Donc nous allons faire tout d'abord un petit rappel des 4 premiers paragraphes que l'on a vus ensemble dans l'autre vidéo. Donc nous avons vu que le champ lexical qui était dominant, c'est celui de la solitude et la peur. Nous avons vu le jeu qui s'oppose à tous, d'accord. Tout le monde pouvait dormir, tous les gens pouvaient dormir, les riches ainsi que les pauvres, alors que le jeu qui était le narrateur songeait toujours à sa solitude. Il ne pouvait pas dormir, il restait éveillé. Donc il a cherché à nous dire depuis quand, donc il essaye de fouiller dans son passé pour savoir depuis quand il sentait la solitude. Nous voyons l'image de jeu qui cherchant en vain, c'est-à-dire sans solution, sans résultat. Donc il cherche en vain un compagnon aux pieds nus, mais en vain il n'arrive pas à se débarrasser de sa solitude. Le lecteur sent en quelque sorte un cri d'un narrateur. En quelque sorte, on a dit, nous avons vu qu'il y a une sorte de cri de désespoir, un cri intérieur, un cri de désespoir de celui qui raconte cette histoire-là, cette histoire autobiographique. Donc, nous allons suivre la lecture du premier chapitre. Les 2 pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la Chouafa, principal locataire. Au premier étage habitaient Driss Laoued, sa femme Rahma et leur fille d'un an plus âgé que moi. C'est-à-dire lui, il avait 6 ans, l'autre Zineb, elle avait 7 ans. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. C'est-à-dire il n'arrive pas à être compatible ou bien trouver une certaine amie, même dans son habitation, il y avait cette Zineb-là, qui est plus âgée que lui d'un an, mais il n'arrive pas à l'aimer. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Donc, toute la famille de Driss Laoued occupait une seule pièce au premier étage. D'accord ? Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Sur le palier, c'est-à-dire sur une partie des escaliers parce qu'elle n'a pas d'espace. Vous voyez que ce bâtiment-là, ou bien cette Dar Chouafa, qui était occupé par plein de locataires, était une habitation qui était étroite et restreinte, de telle façon qu'il y a un manque d'intimité. Rahma occupait une partie des escaliers pour faire sa cuisine là-bas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier, c'est-à-dire une partie des escaliers. Nous partagions avec Fatma al-Bziouia le 2e étage. Voilà. Donc le 2e étage, il était occupé par le narrateur, ses parents, dans une pièce, Fatma al-Bziouia dans une autre pièce. Nous voyons que ce monde-là, ou bien cet environnement, manque d'intimité. Il y a un manque d'intimité. On ne pouvait pas se sentir à l'aise dans un tel endroit qui était occupé par plein de locataires. Donc, Rahma faisait la cuisine sur un. Nous partagions avec Rahma al-Bziouia le 2e étage. Nos 2 fenêtres faisaient vis-à-vis. Voilà. Il y avait le vis-à-vis par les fenêtres des 2 pièces. Voilà. Donc cela, on a dit qu'il y avait un manque d'intimité. Le manque d'intimité. Nos 2 fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio. Voilà le patio. Le patio qui se trouve en bas. Et donné, c'est-à-dire il pouvait voir cet espace-là ou bien cette partie du bâtiment, d'accord, du rez-de-chaussée, le patio, qui était, donc les deux fenêtres donnaient la vue sur le patio. Un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leur émaux de couleur et qui paraissait pavé de briques. C'est-à-dire c'est un endroit qui est vraiment ancien
et qui ne brille pas, ou bien donc c'est un endroit qui ne donne pas envie et qui ne donne pas une certaine ambiance, qui manque d'ambiance en quelque sorte. C'est-à-dire c'est pas beau à voir. Le vieux patio dont les carreaux depuis longtemps perdu les émaux de couleur et qui paraissait pavé de briques, il était tous les jours lavé à grande eau et frotté. Pardon, donc il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de dôme. Les genoux aimaient la propreté. Les clientes de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression de netteté et de paix qui invitait à l'abandon, aux confidences, autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. Donc, on constate donc que Dar Chouafa était occupé par plusieurs locataires, d'accord, plusieurs cohabitants. La Chouafa occupait 2 pièces au rez-de-chaussée, le patio était à l'intérieur, au milieu. Voilà, le premier étage, une pièce était réservée pour Driss, L'Awad, Rahma et Zineb. Le narrateur, ses parents, Fatma al-Ziwiya, occupaient le 2e étage. On voit que ce monde-là manque d'intimité et il y a plein de monde, ce qui donne un sentiment d'étouffement, d'accord? Ce qui donne et crée chez le narrateur un sentiment d'étouffement. Il n'y avait pas de clientes tous les jours. Aussi inexplicable que cela puisse paraître, il y avait la morte saison. On ne pouvait en prévoir l'époque. Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour. C'est-à-dire il y avait des périodes là où la Chouafa ne recevait pas de clientes. Se préoccupaient les gens, les femmes qui venaient tous les jours. Qu'est-ce qui lui arrivait maintenant? Elle se préoccupait moins de leur avenir, ne se plaignait plus de leurs douleurs des reins, des omoplates ou du ventre. Aucun démon ne les tourmentait. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve, c'est-à-dire de congé, pour s'occuper de sa propre santé. Elle se découvrait les maux de sa science que sa science ne pouvait réduire. Les diables l'hallucinaient, se montraient exigeants quant à la couleur des cafetans, l'heure de les porter, les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance. Et dans la pénombre de sa grande pièce tendue de crotone, la Chouafa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans des nuages d'encens et de benjoin. J'avais peut-être 6 ans. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements si gravés en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Dans cette partie-là, il y a le pacte autobiographique. C'est quoi le pacte autobiographique? En quelque sorte ici, le narrateur nous dit qu'il va nous raconter en quelque sorte la vérité. Qu'est-ce qui le marque? C'est ici lorsqu'il a dit « Ma mémoire était une cire fraîche » et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables, c'est-à-dire dans sa mémoire, il y avait des images qu'il ne pouvait pas oublier et qu'il va nous raconter ou bien nous relater. D'accord? J'avais peut-être 6 ans. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il me reste cet album. L'album de quoi? L'album des souvenirs pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Donc ici, le narrateur va écrire, en quelque sorte, il est en train de nous dire qu'il va raconter des vérités, d'accord? Que tout ce qu'il va raconter, c'est véridique,
en quelque sorte. D'accord? Ce qui le prouve, c'est ce pacte autobiographique. À 6 ans, j'étais seule, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence solitude ou malheur. C'est-à-dire, lorsqu'il avait l'âge de 6 ans, il ne savait pas qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Est-ce que c'est la solitude ou bien le malheur? D'accord? C'est maintenant qu'il est adulte, qu'il a pris la décision d'écrire parce qu'il a senti la solitude et il cherche depuis quand il se sentait seul. Je n'étais ni heureux ni malheureux. J'étais un enfant seul. C'est ça ce qui le dérangeait, c'est le fait d'être seul. Cela, je le savais. Point farouche de nature, j'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique. C'est-à-dire, il n'avait pas des amis, de vraies amitiés. D'accord? Il ébauchait de timides amitiés. C'est-à-dire, il n'avait que des amis, mais pas de vrais amis. Mais leur durée fut brève, c'est-à-dire la durée, bien sûr, de là où il était avec ses amis, cette durée-là était, bien sûr, une durée qui était restreinte, qui n'était pas une durée longue. Nous habitions des univers différents, c'est-à-dire lui et ses camarades n'avaient pas ils n'habitaient pas la même place. Ils occupaient ou bien ils habitaient des univers différents. J'avais un penchant pour le rêve. Voilà. J'avais un penchant pour le rêve. Lui, il cherchait le rêve parce que c'est le seul remède qui va apaiser sa souffrance et qui va adoucir sa peur et sa solitude. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec les puissances invisibles. Je désirais que l'invisible m'admit à participer à ces mystères. Voilà, là il est en train de parler d'une façon philosophique à propos de ce qui est visible et ce qui est invisible, ce qui est réel et ce qui est imaginaire. D'accord? Il est en train de trouver un autre monde pour s'évader, pour s'y évader. Donc, mes petits camarades de l'école se contentaient du visible. Surtout quand ce visible se concrétisait en sucreries d'un bleu céleste ou d'un rose de soleil couchant. Il aimait grignoter, sucer, mordre à pleines dents. Il aimait aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. Donc ça, ce sont les jeux des enfants. Voilà comment ils se comportaient tout le temps, en jouant, en prenant leurs bonbons, etc. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Voilà. Donc lui, il était différent des autres. Il n'arrivait pas à s'intégrer dans le monde là où il est. Je ne voulais rien imiter. Je voulais connaître. Abdallah l'épicier, voilà un autre personnage ici. Abdallah l'épicier me raconta les exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière. Voilà. Donc l'épicier, Abdallah l'épicier, racontait des récits fantastiques et des récits fabuleux et merveilleux à ce petit garçon-là, des exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière, de fleurs et de parfums. Par-delà les mers des ténèbres, par-delà la grande muraille, et je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières afin qu'elles m'emmenaient par-delà les mers des ténèbres et par-delà la grande muraille,
vivre dans le pays de lumière, de parfums et de fleurs. Donc lui, il était fasciné par le monde virtuel, par les récits d'Abdallah, l'épicier, qui lui racontait des récits d'un roi qui était magnifique, qui occupait ou bien qui vivait dans un pays de lumière. On va poursuivre dans la séance prochaine. J'espère que jusque-là, vous avez assimilé ce que l'on a déjà dit. C'est un incipit qui est plein de souffrance, qui est plein de solitude. On voit l'image d'un narrateur qui est en train de crier, en quelque sorte, un cri qui est intérieur à lui. C'est un cri de désespoir, un cri d'une personne qui cherche à s'évader de ce monde réel, de ce monde là où il ne peut pas s'intégrer. Je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Lui, il ne ressemblait pas à ses amis. D'accord? Voilà, à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.